Cube Radio. Misogynie, menace de viol, menace de mort. C'est pas toujours facile, l'univers des jeux vidéo et des réseaux sociaux. Mais est-ce que c'est si dangereux que ça de l'Internet? On traite de ces enjeux-là dans la télésérie de fiction diffusée à TVA, Le Jeu. On veut s'entourer des bonnes personnes qui comprennent vraiment les enjeux du monde technologique dans lequel on vit aujourd'hui pour l'éclairer un peu. Il me semble qu'à la gang, là, on pourrait avoir une meilleure communauté en ligne. On est le podcast Le Jeu. Bonjour, mon nom est Fred Bastien et moi quand j'ai commencé à aller sur Facebook, on était en 2007. J'avais 19 ans à l'époque, donc j'étais relativement vieux. À l'âge de Lily, dans la série Le Jeu, qui est diffusée à TVA, qu'on va analyser aujourd'hui, j'étais sur MSN Messenger. Donc, il y avait déjà une espèce de réseau social qui commençait à se tisser, mais c'était certainement moins répandu et permanent que Facebook aujourd'hui. Moi, mon travail aujourd'hui dépend des réseaux sociaux. On pourrait même dire que mon travail aujourd'hui, ce sont les réseaux sociaux, mais c'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir une relation aussi peut-être parfaite avec les réseaux sociaux, même si la mienne ne l'est pas. Et aujourd'hui, on s'entoure de bonnes personnes pour réfléchir à ce sujet-là, entre autres avec l'avocat criminaliste Alexandre Bien-Aimé et l'auteur du livre « On vous voit, comment déjouer les malveillants sur Internet », Anne-Sophie Letellier. Merci d'être là. Alors, avant qu'on se pose la question « Qui sont les malveillants? » on va résumer l'épisode ensemble parce que vous avez regardé la série, vous avez regardé les 4 premiers épisodes. Rapidement, est-ce que c'est, selon vous, des enjeux qu'on peut retrouver dans la vraie vie? Bien sûr, on est conscient que c'est une fiction et on exagère le drame, mais c'est quand même ancré dans des vraies réalités, les problématiques qui sont abordées sur la série. Définitivement. Dans le cas de ma pratique de droit, j'ai vu des situations similaires, des gens qui ont été accusés criminellement, notamment avec ce que Tom le chat aurait fait. On va donc résumer avant d'aller trop dedans. Puis je sais qu'avec Crypto Québec et votre livre, on aborde aussi vraiment de long et en large ce qui se passe dans la série. Oui, absolument. Nous, on s'intéresse beaucoup en fait à Crypto Québec, à toute la manière dont les utilisateurs peuvent être rendus vulnérables en ligne, donc que ce soit par l'utilisation des réseaux sociaux ou justement par d'autres moyens qu'on discutera. Qu'on va discuter dans quelques instants. Tard, oui. Merci Anne-Sophie Letellier. Donc, suite au punch final de l'épisode 3 qui nous a tous frappés en plein ventre lorsque on a vu un vidéo de notre belle Laurence Leboeuf avec son ex et que cette vidéo a été lancée sur le Facebook de son chum actuel, notre Éric Bruno National. J'utilise les noms des comédiens, mais bien sûr, on parle de Marianne et de son beau chum Julien. Ça, c'est quelque chose qui peut arriver quand même dans la vraie vie, des vols d'identité, des vieilles vidéos qui refont surface, et on y reviendra certainement de long et large, mais en même temps, dans l'épisode, en parallèle, Lily, qui est la nièce de Marianne, va voir cette vidéo-là et bien sûr, ça va profondément l'affecter, elle qui est une jeune adolescente. Remarque ici la pureté du grain de peau. Oui, la perfection des courbes. Et ce visage angélique qui cache si bien son caractère de marbre. Bon matin, choupinette. Mais voyons, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est quoi ça? D'où ça sort? C'est Julien qui l'a posté hier soir. Il traite Marianne de salope.
Et pendant ce temps-là, Marianne continue de se défendre. Sa vidéo qu'elle a fait pour, entre guillemets, aimer ou accepter les pas de vie continue de faire des ravages sur Internet parce que ça plaît à des gens, mais ça plaît moins à d'autres. Et elle est invitée médiatiquement à aller défendre son point. Et l'épisode se termine alors que Lily, qui est un peu isolée auprès de sa famille, est en train de jaser avec un inconnu ou un... rencontré sur les réseaux sociaux, un certain Tom le chat, qui finit par lui demander de montrer ses seins. Lily est une adolescente et va le faire. Et il y a une troisième problématique vraiment importante aussi dans cet épisode-là. Un autre enjeu, Lily qui est en train de se changer dans les vestiaires et qui se fait filmer à son insu et sa vidéo se retrouve sur les réseaux sociaux. Ça, c'est un autre truc qui existe. Donc, je pense que dans l'épisode, il y a bien des affaires qui se passent. Absolument, ouais. Exact. Et on a comme 3 cas qu'on peut disséquer ensemble. C'est-à-dire, quelqu'un qui, à son insu, se fait voler une vieille vidéo qui était supposée être effacée puis qui est ensuite republiée publiquement. Quelqu'un qui, à son insu, se fait filmer puis qui involontairement se retrouve sur Internet à cause que quelqu'un l'a capté, et quelqu'un qui volontairement, sans peut-être connaître les dangers du geste, va montrer ses seins à un inconnu sur Internet, sur une caméra. Premièrement, qu'est-ce qui est le plus fréquent, selon vous, sur Internet dans ce genre de situation? Qu'est-ce qui arrive souvent parmi ces 3 trucs qui existent dans la vraie vie, pas juste dans la série diffusée à TVA? En fait, je pense que ces 3 cas qui se passent relativement souvent, je pense que la réponse qu'on va dire, c'est justement, c'est sûrement le cas auquel on a été le plus confronté. Par exemple, moi, j'ai peu d'adolescents autour de moi, puis tout ça, donc c'est sûr que je vois moins de problématiques un peu liées au sexting, mais je sais que c'est quelque chose qui se passe vraiment beaucoup, alors que justement le fait de faire des intrusions sur les comptes des réseaux sociaux, que ce soit en ayant un accès physique au cellulaire ou sinon en volant des mots de passe, moi c'est quelque chose que je vois beaucoup plus souvent là. Et je dois même dire, c'est particulier à quel point des fois nos emplois nous mènent proche de nos vies personnelles, parce que Absolument. récemment, j'ai 2 amis qui ont vécu quelque chose de similaire avec un potentiel vol de mots de passe ou un potentiel espionnage de réseau social, ce qui donne froid dans le dos vraiment. Absolument, c'est ça. Alexandre, tu as été conseiller sur la série. T'es donc une référence légale pour être sûr que les auteurs ne sont pas trop loin de la réalité. C'était pas la première fois que tu le faisais pour le jeu, tu l'as fait aussi dans le passé pour une autre série diffusée à TVA. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu vois dans la pratique criminelle là, qui est compatible un peu avec les 3 problèmes de l'épisode d'aujourd'hui? Tous ces problèmes-là sont des problèmes qui arrivent. Je sais pas si ça arrive régulièrement, mais certainement je l'ai vu de façon régulière dans ma pratique. Je pense que de nos jours, surtout avec les jeunes, le téléphone devient comme une extension de soi-même. Donc on pense erronément que c'est quelque chose de complètement privé que personne ne va pouvoir accéder. Et ce qui finit par arriver, c'est que des accidents arrivent, des fois on perd son téléphone, des fois quelqu'un réussit à le hacker, et c'est comme ça que des images comme ça se retrouvent sur Internet. De nos jours, surtout il y a plusieurs programmes, par exemple, qui permettent de prendre des photos ou des vidéos puis qui donnent la fausse impression que ces vidéos-là vont être détruites. Par exemple, Snapchat, exactement, et d'autres réseaux sociaux, pas réseaux sociaux, mais des applications comme ça. Puis ça fait en sorte que les gens sont moins gênés, par exemple, de prendre une photo nue puis de l'envoyer ou de montrer leur sein. Aussi, encore une fois, à cause du fait que le téléphone est une extension de soi-même, souvent pour les jeunes, beaucoup plus que pour nous, qui, en tout cas, pour moi, quand j'étais plus jeune... Avons vécu sans téléphone intelligent dans nos vies. Exactement. Les personnes pensent que quand elles envoient un message texte avec une photo nue ou une vidéo nue, ils pensent pas que d'autres personnes peuvent y avoir accès et oublient le fait que les personnes peuvent les retransmettre. Donc, c'est des choses qui arrivent définitivement souvent dans la pratique et dans la vie. Je pense que si on oublie les adolescents un instant puis on parle un peu de notre expérience avant de se lancer aux solutions potentielles pour les plus jeunes que nous, on a nos propres problèmes. Arrachons immédiatement les diachylons. C'est vrai que n'importe qui peut avoir accès à notre téléphone, que ce soit les bons ou les méchants, n'est-ce pas? Ça dépend de leur niveau de motivation, mais oui, avec un bon niveau de motivation, c'est sûr qu'on peut rentrer pas mal dans le téléphone de n'importe qui. On peut penser il y a plusieurs années aux célébrités qui seraient ramassées sur Internet. Si je me souviens, est-ce que c'était le Fapgate, ce nom de cette histoire? Bref, Jennifer Lawrence et un paquet d'autres célébrités s'étaient retrouvées sur Internet dans une espèce de dumping de plusieurs photos qui mettaient en vedette plusieurs célébrités, qui étaient des photos non publiques qui avaient été volées dans les téléphones personnels et les ordinateurs personnels de ces célébrités-là. Ça peut être le cas pour des
des politiciens, ça peut être le cas pour n'importe qui. Absolument. Et c'est intéressant aussi qu'on a arraché l'autre diachylon qui est sur Snapchat, c'est pas vrai que les messages disparaissent. Puis ça, c'est même très facile de contourner ça. Il y a moyen de... Là, les gens vont me dire, oui, mais je sais si t'as pris un screenshot, ça va plus loin que ça. Il y a des manières très simples de sortir de l'univers de Snapchat avec d'autres logiciels qui permettent d'émuler et donc de voler le contenu, même le contenu qu'on croit avoir effacé. Est-ce que c'est un combat qu'on a perdu, cette espèce d'invasion de la vie privée? Comment on peut outiller les gens dans cet univers où autant les compagnies privées que les individus, que les gouvernements peuvent espionner? Oui, ben je pense que la clé dans tout ça, c'est une forme de littératie. Je pense que si on comprend pas comment nos appareils fonctionnent, exactement, l'éducation. Si on comprend pas comment nos appareils fonctionnent techniquement, si on comprend pas c'est où que sont stockées toutes ces images-là, si on sait pas à quoi ça sert d'avoir des bons mots de passe, ben là, c'est sûr qu'on va pas mettre les bonnes pratiques de l'avant pour être capable de se protéger. Quelque chose de super simple qui aurait pu éviter beaucoup de tracas dans le cas à Marianne et à son chum également. Ouais. Ce serait que le compte Facebook ait été protégé par un double facteur d'authentification. Voilà. C'est-à-dire qu'un mot de passe n'aurait pas été suffisant pour rentrer dans le compte Facebook. Voilà. Il aurait pu avoir le bon mot de passe, mais il aurait fallu soit une clé USB, soit un téléphone cellulaire, soit n'importe quoi d'autre qui, techniquement, aurait été sur Julien. Exact. Donc, ça n'aurait pas pu se passer. Dans le cas présent, si Julien avait 2 facteurs d'authentification... Ça se serait pas passé. La vidéo aurait été volée par le hacker et probablement publiée autrement, mais pas sur son propre compte. Après ça, on peut rentrer sur les pratiques de sécurité de Marianne. oui, exact. Mais finissons-en avec les 2 facteurs, parce que moi, je pense à ma blonde qui me dit, mais c'est fatigant, là, quand faut que je me connecte, je dois toujours avoir mon cell. Moi, je lui dis toujours, le jour où tu te feras pas pirater, tu vas être contente, mais tu t'en rendras jamais compte nécessairement. Exactement. Puis, il y a oui, le cell, des fois, ça peut être gossant. Moi, personnellement, je suis une grande fan des clés, ça s'appelle des YubiKey, mais il y a plusieurs autres affaires que c'est juste quelque chose que tu fais une clé physique. Ouais, que tu fais juste rentrer dans ton port USB. Si t'es sur ton téléphone, tu fais juste la coller. C'est vraiment une affaire de 3 secondes. OK, je prends encore un moment pour les gens. Il y a certainement des gens qui sont très familiers avec les 2 facteurs d'authentification puis qui le font évidemment sur toutes leurs plateformes, mais pour les gens qui ne le savent pas, quand vous vous inscrivez à un compte, on vous demande par exemple votre nouveau mot de passe. Et là, si vous changez d'appareil, par exemple, vous avez un nouveau téléphone cellulaire ou vous voulez vous connecter dans le chalet de votre mononcle sur votre Facebook pour voir si vous avez eu des messages. Mais là, plutôt que de seulement dépendre de votre mot de passe, ça va, par exemple, envoyer un message sur votre téléphone. Exactement. Ou utiliser d'autres trucs plus poussés pour être bien certain que c'est vous. Donc, c'est pas juste le mot de passe, c'est le mot de passe et une autre affaire. Quand il y a un autre appareil, ça prend environ 5 à 10 minutes à installer sur tous vos comptes de réseaux sociaux et sur tous vos comptes de courriel. Ça vaut absolument la peine. Exactement. Parce qu'il y a des gens partout dans le monde. Moi, j'ai une amie qui a perdu son compte Facebook à un Russe qui a juste volé son compte. Ben parce que souvent il y a des failles de sécurité aussi chez les compagnies. Aussi. Puis là ça se peut qu'il y ait un dump de mots de passe. Puis voilà, tu sais, fait que ça va pas nécessairement être la faute de l'utilisateur. Exact. Mais une fois qu'un mot de passe est dans la nature, il est dans la nature, tu sais. Et par exemple, revenons à Marianne. Quels seraient ses recours criminels? Là? Parce que là, on est dans une situation où clairement, il y a eu préjudice. Là. Comment est-ce que ça fonctionne présentement, la loi, pour ces cas-là, qui sont encore, je pense, assez récents pour l'imaginaire collectif, certainement? Ben, c'est sûr que le droit n'avance pas aussi rapidement que la société, ça c'est clair. Au niveau du droit criminel, il y a des infractions qui existent, qui adressent ce genre de situation-là. Par exemple, Marianne a été victime de beaucoup de choses, là. Ouais. La vidéo étant une d'entre elles. Elle est pas chanceuse. Non, elle est pas du tout chanceuse. Disons qu'il y a beaucoup d'acharnement, il y a beaucoup de personnes qui lui en veulent. On peut parler de harcèlement, là. Oui, définitivement. Mais ça, c'est super important, puis on l'a déjà dit à l'émission, puis je pense qu'on va être d'accord. Du harcèlement en ligne, c'est du harcèlement. C'est donc un crime. Ouais, c'est une forme de harcèlement. Il y a d'autres choses, par exemple, il y a l'aspect de la communication non autorisée de photos, de vidéos, de photos intimes, qui était aussi une infraction. Il y a le vol à l'identité, la fraude à l'identité, par exemple, quand on lui a volé on a ouvert des nouvelles cartes de crédit, on les a maxées, on a sorti l'argent de son compte de banque. Donc, il y a plusieurs infractions qui n'étaient pas nécessairement
bon, ils avaient pas nécessairement en tête les ordinateurs, sauf, bon, le vol à l'identité, les fraudes à l'identité, c'est plus récent. Mais on commence de plus en plus à s'adapter. Puis je dirais que il y a une certaine motivation au niveau des services policiers, justement, d'accuser les personnes, surtout dans le cas des gens qui prennent des photos ou des vidéos intimes d'individus et qui les diffusent. Puis la raison pour ça, c'est que dans les dernières années, évidemment, il y a eu plusieurs situations connues qui ont frappé l'imaginaire. Par exemple, la jeune fille, j'oublie son nom, mais la jeune fille qui a envoyé un message de suicide sur Facebook, sur YouTube, parce que bon, elle avait été victime d'une certaine forme de sextorsion. Donc, tout ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de motivation. Parlons de la sextorsion en général. On va faire un détour avant de retourner dans l'adolescence, là, parce que je pense que ce que tu mentionnais à l'instant, Lily est en plein dedans. Là. Mais la sextorsion, c'est pas juste pour les jeunes adolescentes. Moi, j'ai été surpris d'apprendre qu'il y a beaucoup d'adultes, des hommes comme des femmes, qui se font avoir par un bel inconnu ou une belle inconnue qui les contacte en ligne avec un faux profil. Mais après plusieurs jours de parle-parle, jase-jase, on commence à s'échanger des photos plus compromettantes. Ouais. Et souvent, la personne qui nous a contactés n'envoie même pas ses vraies photos. Et là, nous, on a envoyé nos vraies photos. Et là, la personne se retourne en disant « Hey, bonne nouvelle, j'ai des photos de toi que je peux montrer à toute ta famille. Je peux montrer à ton amant ou ton amante que tu me trompes en ligne en envoyant des photos à quelqu'un d'autre. » Et c'est là où les individus comme vous et moi peuvent se faire cibler par pas nécessairement par des trolls ou des hackers qui en ont contre la personne, mais juste des gens qui veulent s'enrichir. Oh oui, des personnes qui sont... C'est ça, qui sont animés par l'appât du gain, là. Des criminels, donc. Puis, en fait, ça vient aussi du fait que maintenant, le dating online, le fait que les gens se rencontrent beaucoup plus en ligne, ça donne une impression qu'on peut être très proche de la personne, même si elle est très loin. Et parfois, la seule façon, justement, d'avoir des moments intimes, c'est d'envoyer des photos, c'est d'envoyer des vidéos. Donc ça, c'est un besoin que même des adultes ont. Donc quand on est dans une situation où, par exemple, la personne dit je suis en Russie ou bien au Kazakhstan, n'importe quel pays, on veut avoir des moments intimes. Donc on se dit des choses, on s'envoie des photos, on s'envoie des vidéos. On oublie que on connaît pas vraiment cette personne puisqu'on a une fausse impression de confiance. Encore une fois, on est dans une situation avec deux adultes consentants qui s'envoient des photos qui pourraient éventuellement se ramasser ailleurs, mais on est dans le cadre de deux personnes de confiance qui se font confiance. En tout temps, une personne de confiance peut devenir une personne de non-confiance. Exact. On peut jamais savoir. Mais est-ce que c'est donc à l'individu de faire sa propre boussole morale par rapport à cet enjeu-là? Est-ce qu'on devrait ne pas envoyer de nudes ou est-ce qu'on devrait toujours cacher notre visage? Ou ça serait quoi selon vous les bonnes pratiques pour ce sujet-là? Je pense que c'est une réflexion très individuelle qu'il faut avoir. Moi, je suis pas une fan de dire non, c'est mal envoyer des nudes parce que ça peut être une pratique qui va répondre à certains besoins quand il y a une distance. Des fois, ça peut être quelque chose qui est très émancipatoire pour certaines personnes aussi. Fait que dire non, je pense pas que c'est quelque chose qui fait la donne, mais c'est vraiment... C'est jamais une bonne idée d'être prohibé, je pense. Absolument. En général. Ça, c'est une opinion personnelle, là. Mais donc, guider un peu... Guider, je pense que c'est revoir un peu la confiance qu'on a envers nos plateformes et envers les personnes avec qui on interagit. Puis après ça, c'est essayer de nous backer aussi là-dedans. Dans l'optique que, à Crypto Québec, ça nous est arrivé de donner des crypto parties qui étaient axés justement sur le sexting. Puis c'est quelque chose qui se passe aussi en général. On va devoir contextualiser rapidement. Oui. Qui est Crypto Québec? Qu'est-ce qu'un crypto party? C'est-tu des échangistes qui s'envoient des sextos secrets? Là? Je me posais justement la question. Crypto Québec, c'est l'organisme à but non lucratif. Justement, on a écrit qui a publié le livre, on voit. Puis nous, on fait beaucoup de vulgarisation et d'éducation populaire autour des enjeux qui sont liés à la sécurité numérique. Puis là, un crypto party, c'est quoi? C'est une rencontre avec différentes personnes autour d'enjeux liés à la sécurité numérique. Fait que souvent, on va apprendre aux gens à se servir d'outils pour mieux protéger leur vie privée en ligne. Donc, il existe des outils pour me permettre d'envoyer des photos consensuelles et consentantes. Puis là-dedans, il y a des outils qu'on peut utiliser qui vont être meilleurs que d'autres. Il y a des moyens de les stocker aussi. Puis ça,
c'est une discussion qu'on peut avoir avec l'autre personne aussi, dire comme, hey, j'aimerais ça que si je t'envoie quelque chose, ben que ce soit stocké dans un fichier qui est chiffré, comme ça, si jamais tu te fais voler ton cellulaire, ben mes photos vont pas être compromises. Exact. De pas avoir peur d'avoir ces discussions-là. Puis, ben, si on fait pas 100% confiance à la personne, ben, une solution qui est quand même simple, tu sais, t'as dit se cacher le visage, ben, justement, d'envoyer des photos peut-être, mais qui permettent d'avoir un plausible deniability. Exact. Qui ne serait pas gênante publiquement. Ben, que tu vois ça en ligne, puis quelqu'un fait comme, c'est pas nécessairement elle. Genre, t'es capable de dire, ben non, exact. C'est pas moi. Donc, on fait attention au tatou. On fait attention au tatou, peut-être checker les angles, je sais pas, mais justement, être créatif. Et donc, dans les crypto-parties, vous donnez des conseils pour les gens qui sont peut-être en train de nous écouter, qui ne sont peut-être pas près de Crypto-Québec, qui voudraient avoir des bonnes références. Absolument. Quelles seraient les bonnes références à ce niveau-là pour le sexting et autre chose? Ben, pour le sexting, c'est vraiment, genre, les outils changent un peu tout le temps, mais c'est sûr que Snapchat, c'est pas une bonne solution. Il y a des applications de messagerie texte qui sont plus sécuritaires que d'autres, qui notifient un peu quand on va faire des screenshots et tout ça. Donc, il y a différentes précautions qu'on peut prendre. J'imagine que dans votre livre, on aborde des pistes de réflexion là-dessus. Oui. Donc, il y a certainement une dimension à l'explorer là. Maintenant, parlons un peu de l'adolescence et de Lily, parce que là, les enjeux changent complètement. On ne parle pas de deux adultes, on ne parle pas de deux adultes, on se parle pas, c'est difficile de parler de consentement à ce niveau-là. Je pense que je suis en train de tomber en amour avec toi. Mais bon, je sais que c'est pas pareil pour toi, là. Mais non. Mais je veux dire oui. Ben non, mais c'est correct hein, si tu rencontres un autre gars. Non, il y a juste toi. J'aurais tellement envie de t'embrasser, là. Moi aussi. Mais tu sais, je sais que c'est pas pareil pour toi puis pour moi. Là. Pour moi, c'est vrai puis c'est vraiment spécial. Mais pour moi aussi. Pourquoi tu me crois pas? Mais non, regarde. C'est beau, Lily, là. C'est beau, regarde. Hey, faut que j'aille. Il est tard, OK? Attends. Wow, t'es trop belle. T'es vraiment trop hot. Et je pense que c'est important de savoir que c'est un crime, ce que Tom le Chat fait, puis c'est un crime qui peut le suivre, même si il est mineur, n'est-ce pas? Effectivement. En fait, je sais même pas si Tom le Chat est mineur, mais... Non, on le sait pas encore. On le sait pas encore. En tout cas, pour moi. Mais dans tous les cas, oui, effectivement, c'est illégal, même si quelqu'un est mineur de posséder, en fait, de diffuser ou bien de produire de la pornographie juvénile, c'est-à-dire des photos intimes de personnes mineures. Est-ce que Lily, dans le vestiaire, c'est de la pornographie juvénile? Ben, c'est-à-dire que c'était un peu ambigu le but sexuel de la vidéo. Je dirais que c'est définitivement du voyeurisme, qui est aussi une infraction criminelle dans le code criminel, donc de prendre des vidéos de quelqu'un qui est non autorisé et dans des situations qui sont un petit peu compromettantes. Donc, c'est définitivement du voyeurisme et également une infraction criminelle. Donc, tout ça est couvert, mais de différentes façons. Faut aussi savoir, puis ça, je veux pas faire un grand cours sur le code criminel, mais le code criminel a beaucoup de différentes infractions qui parfois touchent les mêmes situations factuelles et qui font en sorte que des fois, on a l'impression que de l'extérieur, il y a un peu de dédoublement. Donc, il y a beaucoup d'infractions qui touchent souvent à des situations qui sont très similaires. Quels seraient ses recours à Lily? Qu'est-ce qu'elle pourrait faire, sachant qu'il y a des filles qui l'ont filmé sans qu'elle sache, puis là, elle s'en rend compte, là, elle arrive chez eux, puis elle voit que Colin, elle se ramasse sur Internet. Ben, c'est sûr qu'une fois qu'elle le sait, elle peut aller à la police. La police a des pouvoirs de saisie, des pouvoirs de fouille et de perquisition, donc pour aller chercher ce vidéo-là. Évidemment, ça, c'est très... Est-ce que c'est quelque chose quand on va voir la police, est-ce qu'ils font comme, ah oui, c'est tout de suite, ouais? Ben, souvent pour des mineurs, la police, ils réagissent très rapidement. Le problème, évidemment, c'est que ce genre de choses se répand tellement rapidement que même si on saisit un téléphone, un autre téléphone, on ferme un site Internet, c'est sûr que la vidéo, une fois qu'elle est sur la toile, ben, elle peut se retrouver n'importe où. On a un bon exemple, d'ailleurs, dans l'épisode 4, où je me souviens plus, c'est dans l'épisode 3, où l'ami de Marianne, qui est avocate, tente justement de poursuivre tout le monde, poursuivre plusieurs des hackers
pour essayer de faire enlever certaines choses sur Marianne qui sont fausses. Ouais. Et elle dit que chaque fois qu'elle ferme un site Internet et chaque fois qu'elle essaie de saisir quelque chose, il y en a un autre qui s'ouvre et le transfère quelque part d'autre. Donc évidemment, une fois que c'est pris, c'est très difficile de contrôler l'émission. Mais la réalité, c'est que on peut accuser des personnes et là, ça peut faire en sorte qu'il y a des gens qui ont davantage peur. Parce que mon expérience avec les adolescents, c'est que c'est pas quelque chose qui est très planifié ou très sophistiqué. C'est souvent des amis qui s'envoient ça par message texte, qui se mettent ça sur Facebook. C'est pas nécessairement des trolls. Un coup monté. C'est pas un coup monté. C'est juste, la fille, elle a envoyé une photo de ses seins. Regarde donc ça. Je l'envoie à mon ami, mon envoie l'envoie à un autre. Et c'est là où c'est pernicieux. On se rend pas compte que c'est un geste grave. Et on est en train de littéralement distribuer de la pornographie infantile. Exact. Même si on n'a pas l'impression que ça en est. Surtout à cet âge-là, l'enjeu doit être vu différemment. Pour les adolescents. Exact. Je n'ai jamais été un adolescent à l'ère de Snapchat, donc ça doit être assez particulier. Mais il y a même des policiers qui ont fait des descentes dans des écoles secondaires à arrêter 10, 15 adolescents pour ce genre de situation-là. Puis les adolescents, parce que j'ai déjà eu des situations où j'ai représenté des gens dans ces situations-là, puis les adolescents sont tombés des nues parce qu'ils ne savaient même pas que c'était illégal. Qu'ils étaient en train de commettre un crime. Donc il y a certainement un déficit d'informations qui se passent qui devraient être améliorées. Donc, l'éducation, certainement. Ce qu'on essaie de faire aujourd'hui. Oui. Puis, il y a d'autres manières de rejoindre les adolescents aussi. Oui. Mais sinon aussi, au niveau des guides, moi, je ne suis pas un expert comme vous, mais j'ai lu le guide de la GRC, le guide de la police de Montréal sur le harcèlement en ligne, puis les problématiques criminelles en ligne. Puis, dans les deux cas, on dit garder des traces dès les premières minutes où ça arrive. Puis, je pense que pour tout ce qui est sextorsion, puis effectivement, Snapchat, c'est facile de le voler quand on est malveillant, mais quand on est bienveillant, ça peut être facile d'avoir oublié de le sauvegarder quelque part. Donc, je pense que de monter un peu son dossier en contactant les policiers, c'est quelque chose qui est recommandable. Oui, c'est quelque chose qui est définitivement une bonne idée. Après ça, c'est regarder c'est quoi les preuves qui sont recevables. Je pense que les screenshots, tu sais, c'est souvent moi ce que j'entends, puis j'ai jamais été dans une situation où j'ai dû faire une plainte à la police, mais comme tu sais, c'est avoir une preuve justement de la journée, tout ça, pour pouvoir récolter des évidences qui vont être recevables potentiellement pour quelqu'un qui a pas non plus une grande formation côté numérique, parce que c'est quand même ça la réalité. Même si tout le monde est super bien attentionné, des fois ça arrive que la personne à qui on va parler au poste de police va pas nécessairement savoir identifier un screenshot en disant comme oui, ça c'est aujourd'hui et tout ça. Donc vraiment, tu sais, y aller très basic là. Mais c'est sûr qu'il y a un réflexe chez les personnes qui sont victimes de cette situation de vouloir oublier le problème, donc essayer d'effacer le plus de traces possible. Donc là, tous les messages de sextorsion, ça crée un traumatisme, donc ils veulent l'effacer et tout ça. C'est sûr et certain qu'il faut combattre ce réflexe-là, de garder des traces. C'est sûr que les policiers ne sont pas tous créés de façon égale, donc ils ne connaissent pas nécessairement tous la technologie aussi bien l'un que l'autre. Puis il y a aussi quelque chose d'institutionnel aussi, là. C'est des formations à aller chercher. C'est pas nécessairement les individus qui sont à Mais je dirais aussi que les policiers, je veux dire, ils commencent quand même leur carrière jeunes et de plus en plus d'entre eux ont grandi avec les réseaux sociaux, ont grandi avec l'informatique et même s'ils ne savent pas tous les détails du hacking, sont au courant, par exemple, des screenshots, des choses comme ça. Moi, je trouve que de plus en plus, quand on parle à des policiers, surtout ceux qui sont plus jeunes, ont de plus en plus de connaissances en la matière et sont capables justement de s'orienter. C'est sûr qu'il y a du travail à faire. Avant qu'on se fasse une espèce de petite boîte à outils pour terminer, pour partir à la maison puis se rappeler de ça. Juste savoir, là, présentement, dans la série, on a un policier qui est impliqué, là, qui fait l'enquête. Dans la vraie vie, qu'est-ce qu'il ferait, ce policier-là? À quoi ressemblerait sa journée? Comment ça se passe de l'autre côté, là, au niveau de la loi? Ouais, bon, alors, évidemment, je travaille pas avec les policiers. Je travaille avec les policiers seulement. En fait, je suis contre les policiers à plusieurs égards parce que je suis avocat de la défense. Mais ce que j'en sais, d'après ce que je vois, c'est que évidemment, ils ont pas seulement un dossier. Donc, le dossier de Marianne serait un parmi tant d'autres. Il y a dépendamment des services de police, il y a des brigades qui sont plus spécialisées que d'autres. Donc, ça se peut que Marianne se retrouve avec un policier qui est spécialisé en crime technologique, par exemple. Ça arrive. Et on lui souhaite.
On lui souhaite, exactement. Souvent aussi, il y a des brigades ensemble, des enquêteurs de différents domaines qui travaillent ensemble. Et ce qu'ils font durant la journée, c'est que justement, ils contactent de certaines autorités, ils demandent à leurs experts internes d'essayer de trouver, par exemple, l'adresse IP, elle correspond à quoi. C'est vraiment, en fait, le travail d'un policier, c'est vraiment de chercher les morceaux du puzzle, puis ensuite de les mettre ensemble. Et ce qu'on voit dans l'émission, c'est le policier appeler Marianne pour dire, on vient de trouver que c'est un gars qui a 14 ans, qui a fait le vandalisme. On a trouvé qu'il y a quelqu'un au Texas, c'est lui qui a fait la fraude. Et tout ça, il met les morceaux ensemble. Il fait des hypothèses aussi. Par exemple, quand il dit je pense que tel et tel crime sont reliés, mais celui-là, je pense pas qu'il est relié. Ça, c'est des hypothèses qu'ils font. Donc, c'est ça, les policiers, donc, en fait... Donc, le plus d'informations on peut leur amener dans cette situation-là, le mieux ça va être Oui, puis après ça, les policiers font le ménage. Exact. Bon, petite trousse, là, je m'adresse un peu à toi, Anne-Sophie. Bon, adulte comme adolescent, on fait attention à ce qu'on met en ligne. C'est un lieu public. Oui. Les doubles facteurs d'authentification. Sur tous les réseaux sociaux et les courriels. Avoir aussi des mots de passe différents. Parce que là, moi, si j'avais eu accès au téléphone de Marianne, puis que j'avais été un petit peu malfaisante, si j'avais eu un de ces mots de passe, j'aurais testé peut-être que c'est le même mot de passe partout. Ce mot de passe donc on change les mots de passe. Ouais, en avoir des différents. Pour le téléphone cellulaire, ça c'est quelque chose qu'on n'a pas dit pour Marianne. Moi, j'ai prêté attention à ça là, puis elle mettait jamais de code quand elle l'ouvrait. J'imagine que c'était des trucs. Fait que, ben oui. Mais c'est quand même. Ça prend un code. Ça prend un code, le verrouiller. Puis pas 111. Ça veut dire qu'il faudrait que je change mon code. C'est ça que j'apprends. Avec l'empreinte digitale, tout dépendant. Donc, comme ça, puis avec le disque dur, ultimement, qui va être chiffré. Ça, c'est une manipulation qui est super simple, mais ça fait qu'elle se serait fait voler son cellulaire. La personne n'aurait pas été capable, potentiellement, de le déverrouiller. Quand il aurait été mis hors tension parce qu'il aurait manqué de batterie, là, tout simplement, tout le disque dur aurait été illisible, puis il y aurait eu une très mauvaise intrigue. Et oui, effectivement. Et pour éviter la sextorsion, on envoie seulement des trucs qu'on se dit que peut-être qu'un jour, ça pourrait voir le jour on peut vivre sur avec Internet. On peut vivre avec les conséquences. Donc, peut-être de ne pas en envoyer ou de cacher ce qu'on envoie ou de réfléchir autrement ou d'être à l'aise avec ça. Ou d'être à l'aise avec ça. Ou d'être une porn star. Voilà. Mais pas si vous êtes mineur. Non, exact. Je pense que légalement, on est blindé. En tout cas, je l'espère. Merci énormément d'avoir été là. Et là, on a hâte de savoir ce qui se passe dans le prochain épisode. Moi, je vous le dis tout de suite, je l'ai vu et ça brasse pas mal. Alors, merci infiniment d'avoir été là. Alexandre Bien-Aimé, avocat criminaliste, qui a un peu appuyé la série, s'assurer que ça a du bon sens, ce qu'on raconte du côté légal. Et Anne-Sophie Letellier, ici, co-autrice. Co-autrice. Co-autrice, parce que c'est Crypto-Québec. Oui, c'est ça. On a été 5 sur le projet. Là. Voilà. Mais grand auteur de Anne-Sophie Letellier, de On vous voit, les malveillants sur Internet. C'est qui les malveillants, finalement? Ah, c'est tout le monde. C'est tout le monde, hein? C'est ça qui arrive. Les humains peuvent tous l'être. C'est tous nos adversaires. Mesdames et messieurs, c'était Fred Bastien. Et voilà maintenant sur cette douce musique jazz, les crédits de l'épisode d'aujourd'hui. À la réalisation, Bastien Gagnon La France. Au son, Albert Chambers. À la recherche, Véronique Trudeau. Consultante au contenu, Mylène Cholette. Direction de projet numérique, Étienne Roy. Production, Joanie Langevin. Pour Amalga. Et nous sommes le podcast Le Jeu, un podcast qui réfléchit à la série Le Jeu diffusée à TVA. Et pour plus d'informations sur la série Le Jeu ou notre podcast, allez sur www.lejeutva.ca. Merci. À bientôt.